Bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute du journal de la réplique de Bernard Anthony, animé aujourd'hui par Didier Rochard. Et nous allons parler d'un sujet qui me semble absolument fondamental, par-delà toutes les anecdotes, appelons-les comme ça, de l'actualité, anecdotes tragiques dans certains cas, anecdotes importantes. Je veux parler évidemment de la présidence Macron, des Gilets jaunes, de cette rébellion populaire, qu'on appelle populiste naturellement, mais ça on va avoir l'occasion de démontrer l'inversion des termes avec mon invité d'aujourd'hui, de ce soir. Il s'agit de Arnaud Aron Upinski. Bonsoir, monsieur Upinski. Bonsoir, je vous remercie de m'inviter, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Je rappelle, monsieur Upinski, que vous êtes mathématicien, épistémologue, linguiste, expert en système logique. Je lis votre, pardonnez-moi, hein, c'est un peu catalogue, mais historien des sciences, titulaire d'une chaire d'épistémologie en 1998, docteur en philosophie politique et essayiste, auteur de livres, on va en parler dans un instant, et d'articles des références, de lettres aussi, on va en parler dans un instant. Voilà, alors vous êtes président de l'Union nationale des écrivains de France, président de la coordination défense de Versailles, président de l'Alliance internationale de la renaissance des apports de Maurice Allais en physique et en économie, et beaucoup d'autres choses encore que vous préciserez si vous le souhaitez. Mais je voulais simplement redonner aux auditeurs l'emplacement dont vous nous parlez en quelque sorte, l'emplacement de vos éclairages, de vos analyses, et ça je crois que c'est très important. Alors, votre dernier ouvrage très conséquent, c'est Macron, le président ventriloque. Je ne sais pas si on aura le temps de décrypter cette terminologie qui me semble fort importante. Vous vous référez évidemment à Edmond Rostand et au Cyrano de Bergerac. Et c'est surtout un manifeste pour les présidentielles de 2022. Ce fort cahier du lys numéro 1, ce fort livre, est paru aux éditions Lion d'Or. Et je le dirai au cours de cette émission, mais je ne peux que recommander aux auditeurs de lire, de se procurer le bouquin et de le lire, parce que c'est un livre qui a été écrit juste au début de la présidence d'Emmanuel Macron. Juste après l'élection. Juste après l'élection. Et c'est un livre qui est mais prémonitoire d'une façon absolument incroyable, prophétique, puisque nous avons là l'analyse de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est-à-dire que ça doit être un peu fatigant d'ailleurs d'avoir raison avant tout le monde et d'avoir dénoncé le système, à la fois l'élection de Macron, mais aussi tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors le message que je voudrais donner aux éditeurs par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'en fait il y a un fil conducteur, c'est la méthode classique, la méthode scientifique. C'est-à-dire que c'est le rapport de cause à effet. Alors, vous dites que c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. C'est une question. Parce que c'est ce que me disait mon cher éditeur François-Xavier Guibert. Il m'a dit, ne dites pas que vous avez eu raison avant tout le monde. Alors, je dis à quoi ça sert? Parce que si, en principe, les personnes disent après ce qui devait se passer, il faut le dire avant. Et surtout, la question, c'est pas de le dire soi-même. C'est pas une question personnelle. C'est dire, nous avons un merveilleux outil miraculeux qui est la méthode grecque. La méthode scientifique. Et la différence entre les Grecs et les Égyptiens qui faisaient des pyramides, c'est que les Grecs ont fait le théorème de Pythagore. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, c'est ce que disaient les Romains pragmatiques, à quoi sert-il de redémontrer le théorème de Pythagore puisque les Grecs l'ont fait? Nous avons le théorème de Pythagore, nous avons la méthode scientifique, nous sommes invincibles tant que nous sommes dans la méthode Moré-Géométrico, qui est la méthode classique. Donc il suffisait, pour Macron, c'est tout bête, c'est comme une figure de géométrie, il suffisait de regarder comment il parle, et comme le langage, tout est langage, les personnes annoncent ce qu'elles sont. Donc, on le voyait très rapidement, et c'est une des 3 révélations de ce livre qui donne le plan de la reconquête. Il faut reprendre le pouvoir. Il n'y a qu'un problème, c'est la reprise du pouvoir. Et une fois que nous avons repris le pouvoir, tous les autres problèmes sont réglés. Il y a des personnes compétentes dans tous les domaines. Bon. Alors, Upinski, il faut reprendre le pouvoir parce que ce pouvoir est tombé dans les mains de personnes qui l'ont acquis par inversion alors on appelle ça les valeurs, on cherche encore quelles sont ces valeurs d'ailleurs, on en cherche les définitions, mais ce sont des personnes qui ont inversé totalement toute notre civilisation, si l'on peut dire, toute notre culture,
par le vocabulaire, par l'inversion de la grammaire. On évoquait tout à l'heure, hors antenne, les causes réelles de tout cela. Ce sont des générations qui ont perdu la capacité même d'analyse, car ils ont perdu l'analyse logique grammaticale. Et ça, ce sont les méthodes d'enseignement, c'est l'éducation nationale, etc. Oui, c'est-à-dire que, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous prenez par exemple la littérature du Moyen-Âge. Il y a une littérature merveilleuse au Moyen-Âge, mais il n'y a pas de réflexion sur la littérature elle-même. C'est-à-dire qu'il faut attendre, du Bellay, par exemple, la Pléiade, pour que, disons, que les Français redécouvrent qu'il y a une doctrine de la littérature, qu'il y a des règles, qu'il y a des genres. Donc c'est ce début, finalement, de réflexivité de l'écrivain sur son écriture qui va conduire à la création de l'Académie française, notamment. Or, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que le langage, pour parler comme les informaticiens, c'est l'unité arithmétique et logique du cerveau. La plupart des personnes croient penser. Elles ne pensent pas, elles sont pensées. Dès que vous avez des personnes qui utilisent un certain vocabulaire, droite, gauche et compagnie, pourcentage, nous pouvons parler, elles ne se rendent pas compte du fait qu'elles sont préformatées. C'est-à-dire qu'elles sont dans un paradigme, pour parler comme en grammaire, et qu'elles sont enfermées dans une bouteille et qu'elles ne pourront arriver à aucune conclusion. C'est-à-dire que, je vous rappelle évidemment que la division entre la droite et la gauche date du 11 septembre 1789, et que ça a voulu dire des choses évolutives. Mais toute l'astuce du gouvernement, c'est de placer sur un segment dans lequel il y a un extrême d'un côté, un extrême de l'autre, et comme in medium stat virtus, comme la vertu est au centre, une vertu théologique bien connue, il suffit de vous donner deux extrêmes pour être le gouvernement idéal. Donc on le voit d'ailleurs dans la terreur des journalistes avec certains mots, il faut absolument qu'ils se positionnent au centre par rapport à ces deux extrêmes, et une fois que la chose est dite, le problème est réglé. Donc comme le disait très bien Molière, il ne faut pas parler des mots, c'est-à-dire pas des mots droite, gauche, etc., mais des choses, que tous les inconvénients viennent de parler des mots et non pas des choses, et de mettre des choses différentes dans le même mot. Donc nos ennemis ont pris le pouvoir en France à la Révolution, d'ailleurs, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'académicien La Harpe, en faisant par l'imposition par la force, dans la boue, le sang, la terreur, le mensonge, parce que n'oublions jamais que la 5e République, c'est 5 plus 1, et qu'elle se réclame de la première République terroriste. Et que liberté, égalité, fraternité sont les 3 mots terroristes qui empêchent de penser. Parce que je rappelle quand même que dans le langage patois et la révolution prétendument française, mais en fait anglaise, cette révolution a été faite dans la langue françoise, elle était impossible en patois. Parce qu'en patois, le mot « la liberté » ne veut rien dire. On a la liberté d'atteler son cheval, la liberté d'aller à la ville, autre chose. Le mot liberté abstrait ne veut rigoureusement rien dire. Donc, ce sont ces 3 mots qui peuvent être utilisés n'importe comment. Parce que, comme le disait très bien Clémenceau, il suffit de mettre un adjectif pour changer le sens d'un mot. Quand vous parlez de justice, c'est une chose, mais justice militaire, ça a un tout autre sens, disait-il. Et là, la liberté de tuer, ce n'est pas la même chose que la liberté d'aimer, autre chose. Donc, c'est un mot piège et qui a permis, par exemple, parlons du mariage, si vous voulez, au nom de la liberté, on peut détruire ce qu'est le mariage, la définition. Bon. Et donc, le mot liberté permet de faire au pouvoir, parce que c'est celui qui est au pouvoir qui dit quelle est la liberté dont il va se réclamer, sont 3 mots coupe-coupe, comme on disait dans le Pacifique, qui permettent de faire n'importe quoi. Alors, juste je termine, par rapport à ce que vous disiez, c'est que La Harpe a très bien expliqué ce qu'est ce langage qui a conduit non pas les Français, mais des personnes ventriloquées par les anglo-saxons, tout à coup à détruire leurs monuments, à s'assassiner les uns les autres, etc. Et La Harpe quantifie et dit qu'il y avait 300 000 révolutionnaires. Donc 26 millions de personnes ont été dominées par 300 000 assassins, menteurs, voleurs, pilleurs, etc., manipulés par les anglo-saxons. Et qu'est-ce qui fait la différence? Quel est le levier? C'est le langage terroriste. Et donc, je dis dans ce livre qu'il faut en finir avec le langage révolutionnaire, qui est un langage menteur et qui empêche, et c'est donc tout le combat des Gilets jaunes, qui empêche le langage de faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire d'être le lien entre la réalité
et le cerveau, et qui est l'adéquation, c'est-à-dire l'égalité entre la réalité et la parole. Et le problème que soulèvent les Gilets jaunes, non pas par intelligence, avec un anti, mais parce qu'ils suintent de vérité, ils transpirent de vérité. Quand vous êtes au bas du taquet, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Bon. Et donc, ce que je dis, c'est que les Gilets jaunes, c'est un appel à une révolution de la vérité. Faut-il encore que les élites, c'est-à-dire non pas ceux qui sont au premier rang, qui sont l'inverse d'une élite, c'est-à-dire des apparatchiks qui nous tuent, faut-il encore que les élites prennent elles-mêmes conscience qu'elles sont les élites et qu'elles reprennent de leur propre autorité, en violant évidemment l'article inique et totalitaire, l'article 3 des droits de l'homme, qui reprennent le pouvoir par le langage. Donc, c'est plus la peine de discuter. Il faut détruquer le langage. Il faut déconstruire le langage des constructeurs, et moins par moins égale plus, et reprendre le pouvoir, c'est-à-dire la vérité de nos intérêts, de notre pensée, de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire. Alors ça, c'est le programme. Et on sent bien que toute la vérité de ce programme, puisque c'est remettre en quelque sorte la réalité et la vérité du langage, alors qu'aujourd'hui, naturellement, et depuis 250 ans et peut-être un peu davantage, on est sur une inversion totale, à plusieurs reprises d'ailleurs, même le président Macron l'a dit. Je vous signalais une anecdote qui m'est arrivée au moment de l'élection, avant l'élection du président de Jacques Chirac. Donc une inversion totale de la signification même des mots, et une inversion totale de la façon dont les enfants apprennent le vocabulaire et apprennent la réalité des choses. N'oublions pas, je donne un certain nombre de paramètres auxquels vous allez réagir. Quand on parle de la liberté, égalité, fraternité, etc., n'oublions pas qu'à une certaine époque récente, on a essayé d'y ajouter un S à liberté, parce qu'on considérait qu'il y avait des libertés et que la liberté, etc. Bien. Donc, en ajoutant un pluriel, ce pluriel, on le retrouve dans les valeurs. Ça n'est jamais la valeur républicaine. C'est toujours les valeurs républicaines, dont on sait très bien que la République est née dans le meurtre, dans le sang, l'assassinat, la terreur, etc. La fausse République. La fausse République. Oui, pas la République. La République pas la chose publique. La République est une idée nouvelle en Europe. Elle est à réinventer. C'est la première. Quand vous avez un certain candidat qui dit qu'il faut laisser la République, non. Ce qui est à créer, c'est la première République, puisque Aristote disait d'ailleurs que tous les régimes sont des républiques quand ils sont bons. Donc c'est une imposture, c'est une fausse nouvelle, l'utilisation du mot République. Ça fait partie des fausses nouvelles et de l'inversion des mots. L'inversion des mots. Et de ce qu'ils recoupent. Alors, on sent très bien que cette manipulation... Mais le pluriel, excusez-moi de vous interrompre, le pluriel est très important, parce que quand vous prenez Machiavel, Machiavel, c'était quand même pas un enfant de cœur. Bon, Machiavel disait que la France est un pays hérissé de liberté. La France de son époque, du XVIe siècle. Et donc, en fait, la liberté, entre guillemets, comme ça, simplement comme arme de pouvoir terroriste de la Première République, la liberté, c'était l'assassinat de toutes les libertés. Et c'est le problème des Gilets jaunes. Mort aux ennemis de la liberté. Voilà. Et donc, c'est cette question du pluriel, effectivement. La liberté, elle est forcément adaptée à quelque chose. Bon, voilà. Alors je reviens sur toutes ces définitions, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, effectivement, la difficulté pour les Gilets jaunes, mais pas seulement, pour tous ceux qui essayent de réfléchir un petit peu à ce qui se passe en ce moment, au fond du problème, et vous en êtes un des grands révélateurs, d'ailleurs, à travers votre livre. Le problème de cela, c'est que, historiquement parlant, on a tellement manipulé l'esprit des Français qu'aujourd'hui, ils ont bien du mal à distinguer. C'est la difficulté des Gilets jaunes à s'exprimer. Quand on entend les interviews qui sont données, les rencontres qui sont données sur les télévisions, qui sont évidemment très manipulatrices, on interroge parfois 50 personnes avant d'avoir le discours qu'on veut diffuser à la télévision. Bien, il faut le savoir quand même. Mais je veux dire par là que on sent très bien que toutes ces personnes ont du mal à exprimer leurs propres revendications, leurs propres pensées, tout simplement parce qu'ils ont été enseignés de cette façon-là. Ils ont été enseignés dans l'incapacité de discerner le problème de fond, qui est le problème de l'expression de leur pensée.
Alors ça, c'est la méthode globale, c'est toutes ces choses-là qui Il sont... y a un plan, il faut quand même le dire. Voilà, il y a un plan. Il y a un plan. Alors, on va vous accuser de théorie du complot. Non, c'est moi qui accuse de théorie du complot. Absolument, C'est-à-dire ça, que bien j'ai quand compris. même lancé, parce qu'il faudrait quand même que certaines personnes s'emparent des choses, je donne l'historique de la théorie du complot. La théorie, j'appelle même les choses par leur nom, c'est le terrorisme, c'est le complotisme d'État. Le complotisme d'État remonte à septembre 1792, lorsque l'équipe de Danton, voulant évidemment exterminer les derniers survivants de ceux qui avaient été assassinés dans la prise du pouvoir exécutif, contrairement à la Constitution, c'est le premier viol de la Constitution, viol de 1791, se sont dit comment les éliminer. Alors ils ont d'abord mis les gens en prison, les survivants, et puis après ils ont accusé de complot ceux qui étaient en prison. Voyez, donc ceux qui sont en prison sont des comploteurs, donc on les extermine. Donc c'est ça le véritable complotisme d'État. Le petit complot qui clapote, etc., comme il l'appelle, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le complotisme d'État contre la nation. Et donc, quand on parle de complotisme, il faut toujours ajouter d'État. Bon, et là, nous en avons décliné tout à l'heure. Liberté, égalité, fraternité, si vous voulez, la révolution est un complot permanent. C'est-à-dire que les révolutionnaires, je vous rappelle, une petite minorité à la solde du système anglo-saxon. Je rappelle que le système soi-disant démocratique français, c'était la démocratie moderne anglo-saxonne. Le mot vote est un mot anglais, le mot majorité est un mot anglais, le mot jury est un mot anglais. C'est-à-dire que c'est une fausse nouvelle. La véritable démocratie était basée sur deux choses, pas d'avocat, pas d'élection. Bon, donc ce qui est appelé démocratie par les Anglais, c'est une triangulation à la méthode de Macron pour, évidemment, tromper la population. Et d'ailleurs, dès que la révolution s'est faite, elle a commencé par exterminer les populations en quadrillant par un système militaire, par le département. Le département, c'est un système d'occupation militaire. Destruction de tous les peuples, de toutes les catégories, de tous les patois, de la langue, on en revient. Des provinces et de la culture qui va avec. Bon. Donc ça, c'est la clé. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est tout à fait important par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a un plan d'extermination de la langue française. Et nous pourrons en parler. Actuellement, sous le terme de féminisation, vous parliez d'inversion, ce qui est appelé féminisation, c'est l'inverse d'une féminisation. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à un féminisme d'État. C'est-à-dire que c'est un plan lancé par des hommes, Fabius, à partir de la fameuse circulaire Fabius et Jospin après, ce sont des hommes qui sont derrière. D'ailleurs, vous voyez au gouvernement, il y a un secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec 2 femmes d'ailleurs, il n'y a pas d'hommes, mais le gouvernement est dirigé par des hommes. Bon, donc c'est pas tout à fait un hasard. Bon, donc ce sont des hommes qui sont à la manœuvre. Les femmes, dans tout ce qui est féminisme, avec Simone de Beauvoir, par rapport à ça, ce sont les porte-valises, si vous voulez. Bon, il faut savoir. Alors effectivement, il y a ce que je révèle sur la frigidité féminine des féministes anglo-saxonnes, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a, si on veut, tient au mot féministe, la langue française a été féminisée définitivement au XVIIe siècle. Donc c'est un mensonge de prétendre qu'il faut féminiser la française. La langue française est la plus féminine au monde, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Casanova écrivait en français. Bon. Et donc notre langue est le mariage réussi, le mariage heureux entre la préciosité et le classicisme. Et je rappelle aux menteurs du féminisme que les règles, d'abord, la règle du masculin générique remonte aux Grecs et aux Romains. Il est un mensonge de prétendre qu'il y a eu un complot, vous parlez de complot, un complot au XVIIe siècle pour opprimer les femmes. D'autant plus que les femmes ont participé à ces règles. Les règles classiques n'ont pas été faites par les écrivains, contrairement à ce qu'un vain peuple pense. Ces règles ont été faites dans les salons, si vous voulez, à l'oral. Il faut bien comprendre que ces règles ont été faites à l'oral. C'est pour ça qu'elles sonnent si bien à l'oreille. On ne sait pas d'ailleurs qui a fait ces règles, puisqu'on connaît seulement ceux qui en ont fait les procès-verbaux. Bon. Et si par exemple, Madame de Beauvoir tient à dire « je suis un intellectuel », c'est parce que, n'en déplaise à certaines personnes, le masculin générique est plus noble, non pas au sens imbécile que certains voudront y prêter, mais noble au sens de remarquable, parce que le général est plus noble
entre guillemets, pour parler comme Simone de Beauvoir, sous son autorité, que le particulier. Donc on a un problème de général et de particulier, et c'est que j'ai démontré dans la réponse de l'Académie française à la saisine de la Cour de cassation du 20 avril 2017. Là, on va revenir là-dessus, il faut expliquer. Voilà. Donc c'était ce qu'il fallait dire, et ce qui est important de reconnaître, c'est que ce féminisme d'État introduit le chaos volontairement. C'est la méthode anglo-saxonne, parce que le féminisme d'État œuvre pour la domination de l'anglais. Il y a eu récemment un article de Vianney sur l'anglais qui est introduit, mais il n'y a pas de plan de bataille pour lutter contre l'anglais. Je rappelle que c'est l'État qui, violant sa mission, depuis des décennies, favorise l'introduction de l'anglais, et selon l'expression de l'Académie française, l'anglais qui dévore le français de l'intérieur, avec actuellement à sa tête M. Macron. Donc c'est le symbole absolu du crime contre la langue, c'est-à-dire du crime contre la nation. Alors, n'oublions pas, enfin, Macron n'est pas le premier, naturellement. Ah non, c'est pas le premier. Là, on arrive, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Bon, c'est le primus inter pares. Voilà, exactement. Puisque je me souviens qu'un sommet de la francophonie qui se passait à Hanoï dans les années 90, c'était donc le président Chirac qui était au pouvoir. Les autorités vietnamiennes, communistes vietnamiennes, au dernier moment, avaient décidé qu'il y aurait 2 langues autorisées dans ce sommet de la francophonie, qui est quand même la deuxième langue parlée au monde. Et donc, ce sommet, 48 heures avant, les autorités vietnamiennes décident qu'il y aurait 2 langues autorisées, la langue vietnamienne, puisque c'était le pays invitant, et l'anglais. Mais l'anglais n'est pas... Et on ne parle plus du français. Mais l'anglais n'est pas une langue. Il faudrait quand même que tout le monde le sache. L'anglais n'est pas une langue, c'est Clémenceau qui le dit. L'anglais n'est que du français mal prononcé. Alors, si vous voulez, ceux qui prétendent, qui disent le French touch, etc., c'est-à-dire qu'ils prennent 2 mots français, la touche est française, ils baragouinent avec un langage qui est une espèce de biche lamar absolument inaudible, et ils se croient très malins, si vous voulez, alors qu'en fait, ce n'est pas une langue, l'anglais. Et je tiens à répéter que ce n'est pas une langue qui a les qualités à l'international, parce qu'elle n'est pas fiable, elle n'est pas fixe. Et pour parler de M. Macron, ce qui est très grave, si vous voulez, c'est qu'on parle de l'anglais et du français, mais actuellement, le français est dévoré de l'intérieur. C'est M. Macron qui parle du français pluriel. Cette année a été la première année de test de l'anglais dès le plus jeune âge, et c'est qu'il y a un plan à marche forcée, et le féminisme d'État, c'est le chaos introduit dans la langue, dans l'intelligence, dans le processus décisionnel dont vous avez parlé pour les Gilets jaunes, pour qu'il n'y ait plus de cerveau. Bon. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est au profit de l'anglais. Là, l'Académie l'a quand même soulevé d'une manière un peu euphémique, c'est-à-dire que nous sommes en guerre, une guerre à mort, contre la langue, c'est-à-dire contre l'intelligence, et c'est ce qu'il y a de pire. Parce que la crétinisation s'opère sans que la victime le sache elle-même. Mais bien sûr. Je l'ai annoncé il y a 40 ans pour les maths, parce que les mathématiques modernes, c'était un plan de destruction de l'esprit scientifique, du rapport de cause et l'effet, et maintenant on reconnaît d'une manière un peu légère, par le coefficient intellectuel, que, évidemment, l'intelligence ne cesse de baisser, mais c'était le bienvenu. On mesure ce qui était souhaité. On a même décidé, je crois, que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de supprimer les mathématiques dans les enseignements généraux. Alors là, on est... Mais vous avez effectivement publié en 1977 un livre que j'ai lu à l'époque, d'ailleurs, parce que c'était une petite révolution dans le monde. 2 + 2 = 5. Voilà. De nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Voilà. Et ça annonçait le numérique. Pour une nouvelle société. Le numérique est une crétinisation absolue. C'est-à-dire qu'actuellement, la foi dans le numérique, c'est vraiment la foi en la bêtise absolue, puisque le nombre existe, je suis bien placé pour le savoir, mais il doit être dominé par les lettres, si je peux dire, par l'intelligence. Et je rappelle que les premiers livres de mathématiques ont été écrits par des littéraires avant de passer à l'algèbre. Tout à fait. Donc nous sommes vraiment confrontés à cette destruction de l'intelligence qui a été annoncée par un certain nombre d'auteurs que je ne citerai pas. Mais maintenant, il faut qu'il y ait cette révolution de l'intelligence pour reprendre le pouvoir, cette fameuse intelligence collective. Et ce qui est très important, c'est que humanum genus vivit possis, c'est toujours un petit nombre de personnes. Donc j'en appelle à si vous voulez, une insurrection des élites, de l'élite, pour reprendre le pouvoir intellectuel, c'est-à-dire le pouvoir de la langue. Alors, vous venez de prononcer un gros mot, vous venez de prononcer le mot d'élite.
Alors, il faut s'expliquer sur ce terme, parce que aujourd'hui, le monde médiatique et politique n'a que ce mot-là à la bouche. Nous sommes envahis d'experts qui ne sont des experts autoproclamés, en quelque sorte, enfin, qui sont experts de leur petit domaine, sans toujours viser la globalité des problèmes. Qu'est-ce qu'une élite ? Et dans votre bouche, Arnaud Upinski, qu'est-ce que l'élite ? Écoutez, il faut redéfinir le terme. Ça fait des années que je me bats sur ce terrain. Et là, j'invite effectivement les auditeurs à aller sur mon blog Réarmer l'intelligence pour lire la lettre à la Cour de cassation. Je cite Vaugelas. La question, c'est la langue française, d'où vient-elle ? Eh bien, Vaugelas explique très clairement que c'est la partie la plus saine de la Cour. C'est-à-dire que le bon usage, c'est toujours le fait d'une élite. Bon, c'est une élite qui a créé la langue française. Je me rappelle, c'est un peu comme la culture de la vigne, à partir d'un patois qui était, on l'appelle comme on veut le francien, qui était le patois de l'Orléanais de l'Île-de-France. Eh bien, la royauté étant un principe d'excellence et de perfection, donc simplement, c'est magique. La royauté, c'est magique. D'ailleurs, il y a des cigarettes qui s'appellent les royales, mais il n'y a pas la cigarette, la républicaine. Bon, parce que c'est pas un principe d'excellence. Et Macron va à Versailles. Donc, il y a dans la royauté, dont la couleur est l'or est la couleur de royauté. Donc, parler des ordres de la République et des pages, vous avez cette idée d'élite qui s'est rassemblée autour d'un principe ascensionnel qui était le principe de la royauté et qui a donné ce miracle. Alors, le mot élite dont vous parlez, la clé est toujours la même. Il faut aller à l'étymologie. Il faut aller au mot. Et le mot, c'est pour ça que j'utilise le petit Robert, ce qui m'a parfois été reproché, mais Alain Rey m'a dit que j'avais utilisé le dictionnaire d'une manière qui n'était pas prévue, c'est-à-dire qu'en utilisant le mot, voyons ce qui était à l'origine. Quand un mot apparaît, c'est qu'il y a une raison. Or, le mot élite dans le petit Robert est daté du XIIe siècle. Alors, que veut-il dire ? Eh bien, élite, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. Et là, il faut bien peser les mots. Reconnu, c'est la reconnaissance de fait. Bon, quand vous êtes dans une population, de bonne foi, chacun sait quels sont les meilleurs. Mais il n'y a pas besoin de compter. Le comptage est un trucage. L'élection est une falsification. Et on sait qu'un tel est le meilleur. Mais le sens du mot évolue. C'est ce qui ressort, pardonnez-moi, je vous interromps juste une seconde pour réactualiser les propos, mais c'est exactement ce qui ressort du discours des Gilets jaunes. Ce besoin de représentativité réelle et pas des élites, pseudo-élues, souvent par des minorités. Vous redonnez tous les chiffres dans votre livre, c'est effectivement affligeant. On parle de fausse légitimité. Je ferme la parenthèse et je vous laisse continuer. Oui, alors, si vous voulez, il faut prendre le temps de réfléchir. Non. Parce que, bon, effectivement, ma lettre, par exemple, le premier président de la Cour de cassation, que j'invite les auditeurs à lire sur Réarmer l'intelligence, elle fait 40 pages. Mais la France ne s'est pas faite avec des tweets. Bon. Il y a des textes très importants. Alors après, une fois qu'ils sont établis, on peut les rassembler sur une formule. Mais là, pour le mot élite, donc le mot élite, c'est très clair au départ. Et la France s'est faite à partir d'élites. Et nous verrons comment elles se sont créées, les élites. Bon. Et Lévi-Strauss, je citerai Lévi-Strauss, que cite d'ailleurs Finkielkraut. Bon. Et donc, le mot, dans les années 30, vers les années 36, le sens du mot, le nouveau sens, parce qu'il y a des couches géologiques, si je peux dire, ça devient ceux qui sont au premier rang. Mais, c'est-à-dire les apparatchiks. Bon, je ne vais pas prendre des comparaisons sur les régimes totalitaires avec des gens qui étaient au premier rang, on les a vus notamment sur la place rouge, mais ailleurs. C'est pas parce qu'on est au premier rang qu'on est les meilleurs, au contraire. Au contraire. Et actuellement, le drame, c'est qu'à une époque, les meilleurs étaient au premier rang dans les corporations ou ailleurs, par exemple, pas toujours d'ailleurs, mais maintenant, systématiquement, ceux qui sont au premier rang, ce sont les mauvais. Hein, c'est ce que j'appelle la loi d'Archimède de la politique. Pour s'élever, il faut s'alléger, et plus on est léger, plus on monte haut. C'est-à-dire, ce sont les béné-oui-oui, ce sont les esclaves intellectuels, on le voit dans les médias, ceux qui dominent. Bon, donc c'est le problème des Gilets jaunes qui constatent effectivement que les dirigeants ne sont plus les meilleurs. Et ne les représentent plus. Et ne les représentent plus. Alors, il faut aller un petit peu plus loin. Vous voyez, il faut vraiment revenir à la vérité des mots et des chiffres. Si vous dites 8 657 326 personnes ont élu Macron. Eh bien évidemment, comment passer de ce chiffre de 8 millions les Français ont élu Macron à la présidence de la République. Je vous rappelle qu'on peut évaluer le nombre de Français à 67 millions. Comment est-il possible de dire que 8 600 000 ont élu le président de la République alors qu'il y a 60 millions d'habitants ? Eh bien pour ça, il faut utiliser le mensonge statistique.
Quand je vous dis que, sans le savoir, la langue pense pour nous, en bien ou en mal, c'est-à-dire que la vraie langue nous rend plus intelligents que nous sommes, mais la langue révolutionnaire nous crétinise totalement. Ça nous enferme dans une boîte qui nous transforme en zombies, en esclaves. Bon. Le pourcentage, par exemple, ça a l'air de rien. Tout le monde sait qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais quand on parle de pourcent, évidemment, c'est un mensonge, c'est une fausse nouvelle absolue. Parce que si on vous dit que 66% des Français ont élu Macron, ben ça va très bien. C'est une majorité. Manque de chance, ceux qui ont vraiment élu, je pourrais vous le démontrer, mais si on avait le temps, c'est 8 657 326 selon les chiffres officiels. Donc le pourcentage permet de masquer la vérité et de mentir, si vous voulez. C'est un mensonge absolu. Et il est interdit à quelqu'un, selon Vaugelas, qui veut parler le bon français, de dire les Français ont élu Macron. Il faut dire 8 657 000, et à ce moment-là, le principe d'autorité disparaît. Ça ne lui donne plus aucune autorité. Bon, et la question maintenant, c'est la reprise de l'autorité par les élites. Et je vous rappelle que l'article 3 des droits de l'homme, qui supprime même le pouvoir paternel, si vous voulez, est un principe totalitaire. Nous pouvons parler de notre propre autorité, sans diplôme, sans quoi que ce soit. L'essentiel, c'est d'être reconnu comme le meilleur. Et ça se voit comment ? Dans les faits. C'est les propos de Léniel à l'Assemblée nationale. Oui, vous avez juridiquement tort, politiquement tort, parce que vous êtes politiquement minoritaire. Donc, si vous voulez, il faut repenser la chose politique, très simplement. Et comment la France a-t-elle été faite ? C'est ce qu'il faut toujours se demander quand on est dans un village, quand on voit un chef-d'œuvre. Il y a toujours des personnes derrière. C'est-à-dire que la France a été faite à travers des personnes que l'on peut nommer. Il y a bien entendu les fameux rois qui ont créé la France, mais vous avez des génies, vous avez trois sortes de personnes, les génies, les saints et les héros. Bon, je ne dis pas que les autres ne comptent pas, mais ils sont moins remarquables, et il faut toujours, et c'est pour ça maintenant qu'il y a un appel dans mon livre présidentiel 2022, il faut absolument trouver un président, puisque la seule moyen, je l'ai dit, légal pour reprendre le pouvoir, c'est les élections. C'est quand même un héritage quand même passer par les du général de Gaulle, voilà, exactement, oui. Qui revient d'ailleurs à nommer le chef sur le pavois. Et ce que Macron, c'est la 4e page de couverture de mon livre, il faut faire en vrai ce que Macron a fait en faux. C'est-à-dire qu'il a quand même le mérite, Macron, il a plusieurs mérites, Macron. Premièrement, il révèle le langage ventriloque. Le langage ventriloque, c'est ce qui lui permet de s'identifier à Jeanne d'Arc. Et là, il ramasse Villiers en passant. Il s'identifie à la royauté. Et là, il s'identifie au socialisme. Il a fait l'union entre le national et le socialisme. C'est pas le premier. Bon. Donc, c'est cette idée très astucieuse de contourner par la triangulation, c'est le billard trois bandes bien connu aux États-Unis, de la logique du syllogisme, qui est rectiligne, si je veux dire. Bon, majeur, mineur, conclusion. Là, hop, on peut devenir Jeanne d'Arc, et c'est une Jeanne d'Arc qui sera pro-anglaise. Donc, la triangulation ventriloque, c'est l'outil magique qu'a reconnu hier donc Ruth Elkrieff. On a eu un tour de magie. Mais elle dit que ça ne marche plus. Et Macron le dit lui-même, d'ailleurs. Il l'a dit, mais aucun journaliste ne lui a posé la question. Exactement. C'est-à-dire que Macron a dit, la politique, c'est un style, c'est une magie, mais ce qui montre la veulerie, la lâcheté des journalistes qui ne cessent... On peut dire que les médias, c'est une fausse nouvelle en soi, parce que soit ça nous parle d'un sujet qui n'est pas intéressant, soit nous présente un sujet qui déforme la réalité, soit ils vous conduisent à une publicité, donc il y a très peu de vraies nouvelles. Sauf les bons médias, hein. Je précise que oui, TV Liberté, Radio Liberté. Merci. Bien entendu. Bon. Puisqu'on vous invite. C'est la preuve. C'est la preuve. C'est la formule d'usage. Bon. Et donc, ce qui est important, c'est de revenir à la vérité. C'est ce que demandent les Gilets jaunes. Et il faut un nouveau langage politique. Donc, je réinsiste, tout a été fait par des élites et rien ne sera fait sans ces élites. Et le drame, on l'a vu, il y a une très très belle phrase de Malraux qui parle du régime actuel, qui a dit « ils n'ont fait ni monument ni tombeau ». C'est-à-dire que la prétendue République, qui n'a rien d'une République, puisque je vous rappelle que ce qui caractérise notamment la République sur le forum, c'est le temple. C'est-à-dire que les Romains croyaient qu'il y avait autre chose au-dessus d'eux, si vous voulez. Bon. Eh bien, vous constatez que la prétendue République, qui est en fait une République terroriste, une imposture totale... Pardonnez-moi, les révolutionnaires ont quand même tenté de faire cette oui, alors ça, vous pensez à Robespierre. Bien sûr. Alors Robespierre, alors, vous parlez du langage. Alors, c'est tout à fait... Vraiment, le langage, et vraiment, depuis ma candidature à l'Académie, je travaille d'arrache-pied la langue, puisque j'ai quand même 7 langues que je connais plus ou moins bien, 2 langues anciennes, 3 langues anglo-saxonnes, et 2 langues anglo-saxonnes et 3 langues latines, enfin plus ou moins bien. Et c'est passionnant, parce que c'est le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de neurosciences. La véritable neuroscience, ça s'appelle la grammaire.
Et ça va bien plus profond que les neurosciences, puisque tout a été inventé avant l'invention des neurosciences. Bon. Et c'est même la grammaire qui a fait inventer les neurosciences d'une certaine manière, qui nous raconte un peu ce qu'elle veut. Bon. Donc, ça, c'est fondamental. Bon, la grammaire forme le cerveau. Alors, il faut en revenir toujours à Molière, puisque toutes ces personnes qui disent la langue change, c'est totalement faux. Bon, Vaugelas l'explique très clairement. Les règles exactes qui ont été données, c'est pour toujours. Il n'y a pas à changer la langue française sur les fondamentaux. Bientôt, on peut rajouter quelques petits mots de vocabulaire, etc. Donc ça, c'est fondamental. Et pourquoi la langue française ne change pas? Parce qu'elle est arrivée à l'expression optimum de l'intelligence humaine, héritée des Grecs et des Romains. Bon, et Molière, il faut bien retenir une seule chose, et c'est ce qui se joue avec l'Académie française actuellement et la Cour de cassation, c'est que Molière, et nous parlons de la langue de Molière, ce qui montre qu'elle n'a pas évolué, c'est la langue de Molière, qui n'a pas été élue à l'Académie française. Et d'ailleurs, quand même, l'Académie, très gênée, comme pour ma candidature, si je peux faire un mot d'humour, a été obligée de mettre le buste de Molière dans la salle de réunion avec Richelieu, et savez-vous ce qui est marqué sur le buste? Rien n'a manqué à la gloire de Molière, mais sa gloire a manqué à celle de l'Académie. Et donc, nous parlons la langue de Molière, et la phrase clé de Molière, c'est dans l'École des femmes. C'est intéressant, relisons l'École des femmes, mesdames, du féminisme d'État à la solde des anglo-saxons. Parce qu'évidemment, Molière soutenait le bon féminisme, comme le cholestérol. Le bon cholestérol, le bon féminisme, il est à la française. C'est un féminisme de l'amour, de la carte du tendre, de l'amour de la langue, de l'amour entre les hommes et les femmes, qui ne se fait pas contre les hommes, mais tout contre, si je peux dire, sans jeu de mots. Et donc, Molière disait... alors c'est vraiment tout à fait passionnant. Je vous rappelle que Molière était un commensal de Louis XIV et qu'il disait tout haut ce que Louis XIV ne pouvait pas dire tout bas. Il était obligé de penser tout bas. Bon. Et il disait la grammaire, fondement des sciences, qui s'impose même au roi, et les faits, la main haute, obéir à ses lois. Et donc, c'est dont il est question actuellement dans la saisine de l'Académie française par la Cour de cassation. Donc, c'est la grammaire qui est l'outil intellectuel absolu, parce que c'est lui qui donne l'étanchéité au langage, et c'est ce qu'attendent les Gilets jaunes, c'est que quand on dit au peuple qu'il est souverain, qu'il le soit d'une manière ou d'une autre. Donc cette question, c'est la vérité. Et ceux qui veulent bien se mobiliser sur ce combat rend invulnérable, surtout à notre époque, le gouvernement prétend lutter contre les fausses nouvelles, mais j'ai personnellement demandé à M. Macron de faire du français la langue commune de l'Europe. Que croyez-vous qu'il arriva ? On me répond à son secrétariat que c'est à l'étude, c'est toujours à l'étude. Donc il n'y a pas de réponse. Et donc c'est vraiment le système actuellement que dénoncent les Gilets jaunes, c'est que cette prétendue république héritée de la république terroriste qui a coupé la parole à la France à l'époque, en 1792, à coups de guillotine, de massacres, de mensonges, eh bien, il n'y a pas de réponse à conclusion, comme on dit en droit. C'est-à-dire que vous avez dans les ministères des lettres. C'est la fameuse blague qu'il y avait pour le bicentenaire de la Révolution. La dictature, c'est ferme ta gueule. Et voilà. La prétendue démocratie, c'est cause toujours. Donc, il s'agit de reprendre la parole de sa propre autorité. Il n'y a pas à avoir de mandat. L'élu, c'est un imposteur. Ce qui est important, ce n'est pas l'élu, c'est l'élite. Et l'élite se reconnaît. Et justement, le trucage, dont je suis un professionnel, le trucage des chiffres, notamment par le gerrymandering, c'est le moyen de faire croire que 8 millions égale 67 millions. Et ça, c'est le mensonge total. Et dès l'instant que ce mensonge est dénoncé, c'est-à-dire que le grand problème que l'on a actuellement, notamment sur le féminisme n'est pas du tout un féminisme. Ceux qui se prétendent féministes sont les ennemis de la femme. D'ailleurs, la femme n'a jamais été aussi absente en tant que telle de la société. Absolument. Les fonctions assurées par les femmes, qui sont le liant, qui avait une autorité. Je vous rappelle que ce n'est pas par hasard si les femmes dans les salons tenaient les salons et que c'était les hommes qui écrivaient. Parce que c'est l'esclave qui écrit et c'est le maître qui fait écrire. J'ai connu ça dans l'administration. Donc les femmes préféraient être adulées, donner les idées, promouvoir l'esclave littéraire. La place de la femme qui n'avait juridiquement aucun pouvoir dans la royauté française. Ce sont les femmes qui ont inspiré la plupart du temps. Aucun pouvoir, vous allez vite, parce qu'il y a eu les régences, je pense à Anne de Beaujeu, et si vous lisez un excellent auteur que je méprisais, mais que maintenant je lis encore hier passionnément, c'est Guy Breton, Exactement. Les amours de l'histoire de France. Tout à fait. Et là, vous voyez que, comme toujours, le véritable pouvoir, il est invisible. Exactement. Et ces femmes qui veulent être visibles, c'est qu'elles ont perdu le pouvoir. C'est bien
à cette hauteur que je Et le faisais rôle de la allusion. femme est terrible, on aurait le temps, mais lisez Breton. C'est-à-dire que là, on voit très bien qu'il y a effectivement, c'est ce que j'appelle dans ma lettre, premier président de la Cour de cassation, le triple génocide, nature, genre et langue, hein, que l'on retrouve dans le secrétariat d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est que c'est la négation de la C'est nature entre humaine. les femmes et les hommes, hein, je vous rappelle. Oui, alors dans l'ordre. Justement, et c'est là qu'il y a un problème. C'est symptomatique. C'est déjà plus l'égalité. Bon, Voilà. bref. Mais quand vous dites justement, c'est important la langue, parce que il ne faut pas demander à ces personnes de penser, puisqu'elles sont pensées, agies, elles sont ventriloquées, ce sont des petites marionnettes. C'est que quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, ben, il suffit de savoir lire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand vous avez une égalité, Y égale X, c'est que Y égale X, dont X est la valeur qui s'impose à Y. Bon, si vous faites l'égalité entre les femmes et les hommes, ça veut dire que les femmes doivent être égalisées aux hommes. C'est-à-dire que le modèle est l'homme, donc vous avez une déféminisation de la femme qui doit se mettre en pantalon, etc. Bon. Et donc, actuellement, cette prétendue féminisation, c'est une déféminisation, une masculinisation à marche forcée. Et comme c'est la femme qui est, d'une certaine manière, le maître de l'homme, eh bien, en déféminisant la femme, vous castrez l'homme. Et donc, vous détruisez la famille, vous détruisez la valeur de base, vous détruisez même la justice. Je rappelle au premier président que, parce que maintenant, il y a eu, si vous voulez, une pullulation, les sexes féminins, j'ai pas dit les femmes, le sexe féminin est partout, la femme nulle part. Bon. C'est que actuellement, il y a le principe d'autorité qui est nié et qu'il n'y a aucune figure féminine de la justice. Et j'explique pourquoi. Parce que la justice n'est pas une figure féminine, puisque la femme, c'est l'esprit de finesse, et l'homme, c'est l'esprit de géométrie. Chacun s'y retrouve, mais la justice relève de l'esprit de géométrie. Et c'est pour ça que Saint-Louis, je vous rappelle, qu'il ne devrait pas être en odeur de sainteté dans cette prétendue République, c'est lui qui est pris comme figure représentative de la justice, adossée à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Pourquoi? C'est ce que je rappelle, il le sait très bien, au premier président, monsieur le premier président de la Cour de cassation, comme on l'appelle au téléphone, c'est parce que les véritables figures sont éternelles. Et il y a un énorme problème actuellement, c'est parce qu'en détruisant la langue française actuellement par le chaos, par le féminisme d'État, qui, je vous rappelle, détruit les deux fondements de l'humanité qui rend la vie si agréable ou si détestable, c'est le rapport masculin-féminin, mais qui est le charme du dictionnaire français. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de genre en anglais. Bon, et c'est ce qui permet d'avoir cette syntaxe, cette précision, cette douceur permanente, si vous voulez, c'est entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Eh bien, cette destruction commence à poser un problème interne aux artificiers. Je vous rappelle que la langue prétendument de la liberté des Lumières, c'est la langue française. Je vous rappelle quand même que Voltaire, qui annonçait déjà le déclinisme en disant que la langue française déclinait et que le siècle le plus éclairé, c'était le XVIIe siècle, oui. Je vous rappelle, le siècle de Louis XIV, le siècle de la langue française. Bon, je vous rappelle ça, c'est extrêmement important. Où toutes les cours du monde parlaient le français. Toutes les cours parlaient. Eh bien, ce qui montre que le masculin générique est constitutionnel, je le rappelle dans ma lettre, que je vous invite vraiment à lire. C'est tout à fait passionnant, non pas ma lettre, mais ce que je révèle à travers ma lettre, puisque ma personne n'est rien, mais ma méthode est tout, c'est que vous avez, dans les droits de l'homme, alors ça a l'air de rien, mais les droits de l'homme prétendent à l'universalité. Si vous dites les droits de la homme, ça ne marche pas. Bon. Et donc, comme dans la hiérarchie des normes de la Constitution, vous avez les droits de l'homme de 1789, si vous féminisez, au sens le plus bête, le plus stupide du terme, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas que l'homme, c'est le genre générique, l'homme est apparu sur Terre. L'homme et la femme sont apparus sur Terre, mais dans quel ordre? Eh bien, à ce moment-là, vous détruisez justement ce principe d'universalité qu'a utilisé la langue révolutionnaire, d'ailleurs, pour détruire la France, si vous voulez, et à ce moment-là, tout part. Donc le problème, c'est qu'actuellement, je vais utiliser un mot un petit peu grossier, mais de temps en temps il faut l'être, ça me choquait, mais c'est que la merde est en train d'atteindre le ventilateur. Bon. Et ça, c'est très éclairant. C'est-à-dire que l'apprenti sorcier est lui-même soumis à certaines formes qui obligeaient notamment à représenter la justice par la statue de Saint-Louis. Je vous rappelle que Saint-Louis est sous son chêne, c'est quand même le principe de royauté, c'est le principe de justice personnelle, source du droit. Je vous rappelle que c'est le principe religieux, puisque c'est un saint.
dessin. Et je vous rappelle que le chêne traduit le rapport entre la terre et le ciel et que le vrai justiciable, il attend non pas un pouvoir totalitaire, dictatorial et arbitraire, mais une valeur d'éternité dans un jugement. Et donc ça passe à travers tous les régimes. En tout cas, c'est ce qu'attend le justiciable. Et donc, ce régime qui est obligé de prendre les formes de la royauté, je vous rappelle que toutes les institutions quasiment sont des institutions royales. Je ne prendrai qu'un jeu de mots, mais c'est le Palais Bourbon. Comment se fait-il qu'on l'appelle Bourbon? Mais c'est vrai pour le Conseil d'État, ex-Conseil du Roi. La Cour de cassation vient du Conseil du Roi. Je vous rappelle que Versailles... Enfin, donc, si vous voulez, toutes les formes de cette imposture de République qui n'en est pas une sont des formes royales, mais qui ne fonctionnent pas parce qu'il manque la clé de voûte. C'est ça. Et c'est pour ça que Macron, et aucun journaliste n'a eu le courage de lui dire, il a quand même dit cette chose importante qu'il a venu prendre chez nous. Parce que Macron est un de mes disciples, excusez-moi de le dire. Il avait tous les communiqués de Versailles, et tout à coup, il a découvert la figure du roi. Et il a dit, il manque dans le processus démocratique. Exactement, vous le citez. Il y a un absent, c'est la figure du roi. Et c'est très intéressant. Alors, à la fois, c'est du poil à gratter, mais c'est extrêmement intéressant parce que vous prenez, par exemple, la Cour des comptes. Et il faut voir la rentrée de la Cour des comptes, le costume d'époque qu'il y a. La Cour des comptes est faite pour qu'il y ait un maître. Et notre maître à tous, c'est La Fontaine, qui disait il n'y a que l'œil du maître pour voir, j'y ajouterai l'œil de l'amant. C'est-à-dire quand il n'y a plus un maître objectif, qui n'est pas prisonnier des partis. Le problème de Macron, c'est que c'est l'homme du parti anglais. Et dans une élection, il faut de l'argent. Donc quand vous avez de l'argent, les gens qui vous ont donné de l'argent attendent un retour. Donc c'est pour ça que le régime actuellement ne peut pas être une république, une vraie république, à cause des élections justement. Et alors, la royauté, indépendamment de tout ce qu'on peut penser, comme système personnel, qui ne demande pas un génie, qui demande quelqu'un d'honnête. Le problème du chef, il ne faut pas qu'il soit spécialement intelligent, mais il faut qu'il sache reconnaître ceux qui sont intelligents. Et Louis XIV a très bien décrit les choses. Il y a, par exemple, en sciences politiques, on peut comparer les royautés électives et les royautés héréditaires. Comparons la France et la Pologne. Rien que de prononcer les noms, on voit que la Pologne, qui avait un système électif, était un système forcément corrompu, et ça a donné les partages de la Pologne. Donc, le problème auquel sont confrontés les Français, je ne suis pas en train de prôner une royauté ou autre chose. Je dis qu'il faut réinventer voilà, c'est le principe électif pour choisir, pour mettre les meilleurs au premier rang. Alors ça va être effectivement un combat extraordinaire. Et je voulais quand même que vous précisiez aux auditeurs, parce que vous avez beaucoup parlé de cette saisine de la Cour de cassation. Je pense qu'on a quand même un peu de temps pour pouvoir préciser les choses, parce que cette lettre de 40 pages que vous avez envoyée est fondamentale du combat qu'il faut mener aujourd'hui. Or, c'est très difficile à l'expliquer, tout simplement, et d'ailleurs l'Académie française s'est pris les pieds, même l'Académie française s'est pris les pieds dans le tapis, si je puis parler un peu trivialement, tout simplement parce que, je le disais tout à l'heure, et je pense qu'on en est d'accord, les méthodes d'enseignement même, on est aujourd'hui devant des générations d'adultes qui ont été enseignés par de mauvaises méthodes, à qui on n'a pas enseigné la grammaire telle qu'on doit l'enseigner, avec des méthodes d'acquisition de la lecture qui ne les ont pas neuronalement formés, et par conséquent, le discernement est très compliqué. Aujourd'hui, le discernement n'est plus possible pour un certain nombre de personnes. Alors, vous avez écrit donc cette lettre de 40 pages, tout simplement parce que vous avez soumis à l'Académie française cette décision du président de la Chambre des députés qui a sanctionné un député pour avoir traité, je crois, une ministre en disant « Madame le ministre ». Et il a été rappelé à l'ordre, il a même été sanctionné là-dessus, et l'Académie française lui a donné raison. Et vous avez fait appel, naturellement, vous avez argumenté contre cette décision. Alors je vous remercie de me poser cette question. Quelle est ma méthode ? Bon, quand vous n'êtes rien en soi, vous pouvez être tout par la grammaire. C'est-à-dire que le faible, le pouvoir, il a la police, il a l'armée, il a tout. Bon. Tous les pouvoirs coercitifs, pour faire taire les gens. Quel est le pouvoir du faible ? Le pouvoir du faible, c'est la langue, c'est la logique, c'est la grammaire, c'est 2 + 2 = 4. Bon. Or, qu'est-ce qui m'a amené à me présenter à l'Académie française ? C'est au moment de la manif pour tous. Bon. J'ai constaté un petit détail, c'est que, si je peux dire, c'est que l'article 1 de la loi Taubira était illégal. Je le rappelle, mariage, union de 2 personnes de sexe différent ou de même sexe. C'est une définition de chose. Elle doit dire la chose.
Or, un mariage, vous pouvez le vérifier même dans le dictionnaire de l'Académie actuellement, c'est l'union légale d'un homme et d'une femme. Point barre. Bon. Donc, il ne s'agissait pas de contester quelques décisions arbitraires du gouvernement, il suffisait de lui dire que la langue n'est pas disponible, il doit parler en français. C'est une obligation constitutionnelle, article 3. Donc le mot mariage n'était pas disponible pour ce qu'il voulait en faire. À partir de cela, j'exerçais ce n'est pas évident ce que vous avez dit, mais j'étais audit international, et le métier de l'audit est très simple. Il a une mission, et il se rend dans une institution, quelle qu'elle soit, et il dit quelles sont vos règles, que devez-vous faire. Alors on sort les documents, etc. Puis vous regardez ce qu'ils doivent faire, vous regardez s'ils le font, et puis vous faites votre rapport. Et puis vous dites, il manque peut-être telle règle. C'est ce que j'ai fait à l'Académie. Et j'ai commencé à regarder les statuts de l'Académie. Et j'ai commencé à lui demander à l'Académie de plus en plus fermement d'appliquer ces statuts, notamment pour l'élection. C'est-à-dire que l'Académie ne respecte pas les règles pour l'élection. C'est-à-dire qu'on voit très bien que ceux qui sont élus, ce sont ceux qui sont en bon rapport avec les éditeurs, autre chose de ce genre-là. Mais Richelieu disait que l'élection ne devait rien devoir au statut, c'est simplement à l'utilité par rapport à la langue. Et actuellement, c'est le contraire. Les académiciens ne connaissent absolument plus la langue. Madame Caradan-Cause a dit que l'Académie était greffier et non plus juge, enfin n'importe quoi. Bon. Alors à partir de ce moment-là, nous arrivons à la fameuse histoire que vous racontez. C'est-à-dire que Julien Aubert, le 7 octobre 2014, a appelé Madame Mazelier, Sandrine Mazelier, qui présidait la séance, Madame le Président. Ce qui est la règle. Et en se réclamant de l'Académie française. C'est le fameux masculin Alors, génétique. il pensait évidemment être soutenu par l'Académie. Il a d'ailleurs fait grouper 140 députés qui l'ont soutenu, mais 3 jours après à peine. 3 jours après. Le 10, c'est une déclaration de l'Académie, précipitée, qui rappelle qu'il faut respecter la règle. Certes, c'est donc le masculin générique, Madame le Président, mais que dans la vie courante, entre adultes consentants, eh bien, on peut faire ce qu'on veut. Bon. Alors évidemment, c'est totalement contraire à l'article 24 des statuts qui prévoit que l'Académie est là pour donner des règles certaines. En précisant, comme Vaugelas, pour l'immortalité. Pour l'immortalité, vous avez raison, on ne le dira jamais assez. C'est pour ça qu'on les appelle les immortels. Et c'est pas par hasard. Eh bien, c'est l'immortalité du cerveau humain, de l'intelligence, de ce miracle de la langue française que le monde entier nous envie encore. Bon, parce que c'est une méthode. Et Madame de Staël, de l'Allemagne, je le rappelle, précise que les Allemands n'ayant pas la bonne méthode, il est rare qu'ils écrivent des livres. Parce qu'un livre, ce n'est pas n'importe quoi. Il suffit de lire les livres qui paraissent, ce ne sont pas des livres. Ce sont des espèces de trucs, mais il n'y a pas d'introduction, pas de conclusion, pas de corps. Ce ne sont pas des traités. Un traité, c'est ce qui traite justement de l'ensemble de la question. Donc, monsieur, évidemment, Julien Aubert, a été désavoué par l'Académie, et aussitôt la presse, je donne dans ma lettre les détails, a dit que finalement l'Académie avait désavoué Julien Aubert. Il a été tourné en ridicule. Vous vous rendez compte, la honte. Mais il était condamné. Oui, il était condamné à 1 300 €. Voilà. Non, mais pas par la. Alors, il est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Là, il attend la réponse. On va voir ce qui va se passer. Alors, à partir de cela, si vous voulez, pour agir, et c'est ce que j'invite les Français à faire, d'agir de leur propre autorité. C'est-à-dire que n'importe qui, on parle beaucoup de citoyens, de ces mots complètement débiles dont on nous abreuve, c'est-à-dire que n'importe qui peut demander, exiger la vérité. Et moi, je demande dans le livre que vous avez cité, Macron le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique, il faut pénaliser le mensonge. Il faut pénaliser le mensonge public, évidemment. Et à ce moment-là, ça change tout. La véritable morale, c'est la vérité. Et il faut qu'il y ait un mandat. C'est-à-dire qu'il faut que le député s'engage. Et un mandat impératif. Je vous rappelle que dès le 8 juillet 1789, c'est la date la plus importante de la prétendue démocratie française, prétendument française en plus, c'est que le mandat a été déclaré non impératif. C'est-à-dire que dès que le roi a plié, ils se sont dit, c'est nous le roi. Et Napoléon a dit, sous la Révolution, les Français n'ont jamais manqué de roi. Donc ils sont se donné le pouvoir absolu, et l'électeur, évidemment, est bafoué. Je vous rappelle aussi que les cahiers de doléances dont on ressort ont été trahis. Que demandaient les cahiers de doléances, en gros? Maintien de tous nos privilèges, c'est-à-dire le droit privé, le droit de cloche, etc. Maintien, bien entendu, de la royauté, il n'était pas question. Maintenu, évidemment, de la catholicité, mais en gros, suppression des impôts. Exactement. Eh bien, les révolutionnaires ont fait l'inverse. Et c'est le problème des Gilets jaunes, qui partent sur cette question fiscale. Et donc, terminons par rapport. Donc, à partir de ce moment-là, je dis sur quoi s'appuyer. Et il y a eu un événement le plus important de l'histoire de la langue française, c'est la lettre du premier président de la Cour de cassation, le 20 avril 2017, qui a un empêchement.
pour employer un terme. C'est-à-dire que lui, il n'a qu'une case. Il ne peut pas dire le président, madame le président ou la présidente. Boire ou conduire, n'est-ce pas? Excusez-moi la trivialité, il faut choisir. Et il y a certaines femmes qui, comme le premier bâtonnier de Versailles, madame Blanchard-Mazy, dit c'est plus élégant qu'on m'appelle madame le bâtonnier. Et puis il y a d'autres personnes qui jouent un autre jeu. Bon. Et donc le président dit comment faire. Et il se réfère à la fameuse déclaration du 10 octobre 2014, 3 jours après l'intervention du député du Vaucluse, Julien Aubert, en disant mais comment est-ce qu'on peut faire? Il ne peut pas y avoir un double régime. Je vous rappelle que la Cour de cassation, contrairement au Conseil du roi, ne peut juger que selon la forme et pas selon le fait. Donc il faut que la forme soit impeccable, si je peux dire. Et donc on est dans une situation absolument cornélienne. On a une seule institution qui respecte la loi, c'est-à-dire la Constitution, c'est-à-dire la vérité de la langue, c'est la Cour de cassation. Et bien, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont hors la loi. Et donc, dans ma lettre, simplement, qui redonne le courage, si je peux dire, et les arguments au premier président de se battre, je conclus, au nom de l'Académie, en lieu et place de l'Académie, qui a abdiqué, et il faut assurer la continuité de l'œuvre en vérité. Et donc, le premier principe, c'est le salut. On a toute l'autorité quand on est dans la vérité et dans l'intérêt commun. La première loi, c'est le salut du peuple. Donc, n'importe qui peut s'investir de l'autorité, non pas pour lui-même, mais par rapport à la mission à assurer. S'il y a un incendie, on se fait pompier. Si personne n'apprend à lire, on apprend à lire, on est professeur. C'est comme ça que le monde a été créé. Les gens n'ont pas attendu que une institution autoproclamée le fasse. Et alors, le premier président, donc ma lettre se termine, je les invite à le lire, c'est vraiment passionnant sur le sujet, parce que je fais une synthèse de Vaugelas. Personne ne sait. Donc je prends les meilleurs morceaux de Vaugelas, et donc je retourne par une saisine. Ça, c'est encore une histoire absolument surréaliste. Une saisine du premier président de la Cour de cassation pour qu'il rétablisse l'état de droit. Merci Arnaud Upinski. Je rappelle le titre de votre livre, Macron, le président ventriloque, manifeste pour les présidentielles 2022. C'est à faire lire à tous les gilets jaunes, naturellement, mais à tous les Français en général. Cahier d'Ulysse numéro 1, édition Lion d'Or. À la librairie française. À la librairie française. C'est un livre qui révèle absolument les fondamentaux des problèmes de la France d'aujourd'hui. Oui, 1, révélation du langage de Macron ventriloque. 2, les gilets jaunes, donc rompre le plafond de verre. Et 3, c'est la prise du pouvoir en remettant une tête française sur un corps français et non pas une tête anglo-saxonne. Et Macron a dit lui-même, nous sommes à l'étape 2, donc il suit le livre. C'est le meilleur lecteur.